Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va tenter, il tape, oui, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Depuis la première en 1930, les 14 entrées en matière de l'équipe de France au mondial n'ont pas toutes été réussies. Il s'en faut même de beaucoup, comme par exemple, lorsqu'étant championne du monde en titre, elle fut battue 1-0 par le Sénégal en 2002. Il en est une toutefois qui reste la référence absolue dans l'histoire de notre football en ce qui concerne ce type de rencontre si particulière. C'est le match qu'elle disputa en Suède il y a tout juste 60 ans contre le Paraguay, un adversaire qui n'était pas le premier venu, puisqu'il termina 3e de la Copa América l'année suivante, et puisqu'il était nettement le favori de cette rencontre. Moralement, c'était pas très bien, parce que l'équipe de France se cherchait un peu. Marianne Wisniewski. Avant de partir en Suède, on a fait un match à Paris, contre une sélection Racing de Paris, contre le Stade français. Et le stade était plein, à craquer, même je m'en souviens, même du monde sur la piste. On était à 3-4 minutes de la fin, on était à 1-1. Après un match assez pas bon de notre part, quoi, pas brillant. Et je me souviens plus très bien, mais je crois qu'on a marqué un but un peu litigieux sur hors-jeu, ou je me souviens plus très bien si même l'arbitre nous a pas donné un pénalty pour qu'on gagne de 1. Et bon, on est sorti du stade, on était hués, même à cette époque-là où ça se passait pas comme maintenant. Le quart était, quand on est rentré dans le quart, les gens nous insultaient tous un peu et tout, ils étaient pas contents de nous, quoi. Voilà. Et le lendemain, on partait en Suède. Voilà, avec, vous voyez un peu moralement à quel point on était. Seulement voilà, sans que personne ne s'y attende, les tricolores, comme on les surnommait alors, furent irrésistibles ce jour-là à Norrköping, 150 km au sud-ouest de Stockholm. Et ils épatèrent tout le monde. Autant dire que le pays n'a pas forcément ses oreilles collées au poste de radio à lampe ou au premier transistor, quand ce dimanche 8 juin 1958 à 19h, le Basque Juan Garbayzabal donne le coup d'envoi à l'Idrottsparken de Norrköping. On avait à cette époque-là les moyens de communication étaient différents de maintenant. Vous savez bien, les clubs de là-bas ne venaient pas ici en Europe et tout. On a eu très peu de renseignements sur lui. Marianne Wisniewski. On ne connaissait pas le Paraguay, on se faisait un peu du souci. Et les dirigeants, donc je pense que c'était les entraîneurs, ils ont prévu d'aller les voir s'entraîner. Parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce que c'est ces mecs, c'est pas Paraguay et tout, on avait un peu la trouille d'eux. On arrivait avec tout le quart, on est arrivé à l'entraînement un peu incognito, je pense. C'était pas incognito mais on avait essayé de faire l'incognito. Et on les a vus sur le terrain s'entraîner. On dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est des mecs comme nous. Ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras. Et en plus, ils sont plus petits. Oui, mais plus costauds par contre. Plus rablés, un peu solides sur les jambes un peu. Et voilà, ça nous a donné, quand on les a vus, d'ailleurs je pense qu'eux, ils ont fait la même chose. Ils sont venus aussi nous voir, ils sont venus un peu surveiller à l'entraînement. Et bon, on a pris confiance, voilà, c'est comme ça. Hein. La météo, grise et fraîche, n'avantage aucune des deux équipes, mais afin de mettre le plus d'atouts de leur côté, les Français ont souhaité que Copa leur serve d'interprète, lui qui joue depuis 2 saisons au Real. Ce qui ne les empêche pas de se demander pourquoi, à la suite d'une faute insignifiante, l'arbitre espagnol siffle à la 21e minute un coup franc direct contre eux, à la limite de leurs 16 mètres, et de ne pas comprendre non plus comment, après le tir de Mull de Florencio Amarilla, il se trouve mené 1-0. À partir de cet instant, Copa va se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, distribuer le jeu au millimètre.
formidablement secondé par Roger Piantoni, une merveille d'Inter, on ne disait pas encore numéro 10. Les deux hommes vont alors s'arranger pour user le plus souvent possible d'une arme secrète, totalement inconnue hors de nos frontières. Cette puissance de feu cachée, ce sont les pieds de Juste Fontaine, dit Justo, l'avant-centre du Stade de Reims, qui n'a pas encore 25 ans. Et en moins de 10 minutes, grâce à lui, les tricolores reprennent l'avantage. Il en faut toutefois plus pour abattre le fier Paraguayen, qui, mine de rien, mène 3-2 à la 51e minute et commence à se croire arrivé. Mais 8 mois après que les Soviétiques aient lancé le premier satellite artificiel de l'histoire, le célébrissime Spoutnik, l'équipe de France va alors allumer à son tour le second étage de sa fusée. Piantoni à la 52e, puis à la 61e, Marian Wisniewski, le benjamin du groupe qui a tout juste 21 ans, de nouveau Justo à la 67e, Raymond Coppa à la 70e et enfin Jean-Vincent à la 83e minute, c'est-à-dire tous les attaquants, vont marquer. Forcément, après avoir ramassé 7 buts dans leur musette, les Paraguayens font un peu moins les malins. Ils ne sont pas les seuls, notez bien, car ce triomphe français, agrémenté de ce score astronomique, un 7-3 qui sera le plus élevé de toute cette Coupe du Monde, n'a échappé à aucune des 14 autres nations qui, elles aussi, ont joué ce même jour. Mais ce qui va surtout pétrifier les défenseurs brésiliens, suédois, allemands et autres argentins, c'est la découverte de Fontaine et de Wisniewski, deux attaquants qu'ils n'avaient pas intégrés dans leur logiciel, comme on dirait aujourd'hui. Et encore, ils n'ont pas tout vu. Justo marquera à tous les matchs suivants, il disputera les 5 restants.